Et on est ravis d'accueillir ce soir Cynthia Lopez-Begous, que j'ai rencontrée dans une soirée organisée par la Plurality University Network, où elle a présenté un jeu de design fiction et que j'ai trouvé absolument passionnant et qui m'a donné, qui donnait à réfléchir en tout cas. Et c'est pour ça que je tenais à ce qu'elle vienne nous raconter ce soir son travail de sociologue ergonaute, si je ne dis pas de bêtises. Non, non. Psychologue ergonome. Ah, pas sociologue, voilà, ça y est, je me suis trompée. Et de son travail de design. Enfin, comment, en fait, Cynthia, tu utilises le design fiction dans ton travail. Voilà. Je te laisse la parole avant de dire d'autres bêtises. Bon, bah, écoute, Gaëtan, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, bonsoir. Donc, je suis donc enseignante-chercheuse dans le cadre d'un doctorat que je réalise en psychologie cognitive et ergonomie, et dans lequel je m'intéresse aux processus créatifs et cognitifs qui sont liés à l'anticipation. Je suis aussi cofondatrice de l'association Esprit Futur, qui est née aussi de l'idée d'envisager le futur, mais plutôt de créer une passerelle entre les visions que nous portons chacun sur cet avenir. Et donc la présentation de ce soir va porter justement sur le design fiction, qui est une approche que j'utilise dans le cadre de mes recherches et même dans le cadre de mon enseignement. Alors, je vais... Hop. Voilà, donc avant de plonger dans l'approche du design fiction, et étant donné que c'est ma spécialité, je voulais vous faire un petit détour pour vous expliquer un petit peu les mécanismes cognitifs qui sont impliqués lorsque l'on envisage le futur. En fait, quand on va envisager le futur, je ne sais pas si ça passe, oui. Le cerveau va utiliser différents processus cognitifs. Il va y avoir l'imagination qui va nous permettre de nous représenter mentalement une vision du futur. Il va y avoir l'anticipation qui va nous permettre de réfléchir sur les conséquences potentielles de ce futur. Et il va y avoir une dernière étape, celle de la prise de décision, qui est plutôt l'évaluation des options disponibles que nous allons avoir et le choix d'une de ces options pour pouvoir former notre vision du futur. Ces mécanismes cognitifs sont intéressants à présenter parce qu'elles vont permettre de comprendre comment nous pouvons utiliser cette compréhension de ces mécanismes pour pouvoir développer des approches prospectives et innovantes comme le design fiction. Alors, hop, c'est passé un peu vite, mais non, bah écoutez, c'est pas grave. Donc, l'imagination, la première étape, va être assez contrainte par nos connaissances, nos croyances et nos expériences passées. Alors, quand je dis contraint, ce n'est pas forcément très négatif, puisque nous avons besoin quand même d'avoir un panel de références pour pouvoir appuyer notre imagination. Il est très compliqué, voire même impossible, de pouvoir imaginer quelque chose que l'on ne connaît pas. Notre imagination va être également façonnée par notre vision actuelle du monde qui nous entoure, donc par nos fameuses croyances sur le monde dans lequel on vit. Donc, en termes très simples, nous allons imaginer le futur grâce à notre mémoire qui va nous fournir des visions, des connaissances et des expériences avec un contenu détaillé pour pouvoir imaginer un événement futur. Ces connaissances vont nous permettre donc de guider notre capacité à imaginer. Elles vont jouer un rôle crucial puisqu'elles sont le terreau, mais elles peuvent aussi limiter notre vision en nous enfermant dans des schémas trop familiers. C'est ce qu'on appelle, nous, en psychologie, le fameux phénomène de fixation, ou de design fixation, pour le dire un petit peu en version anglaise. C'est cette fameuse situation qui va nous bloquer dans des connaissances très facilement accessibles et on ne va pas arriver à dépasser ces connaissances pour pouvoir essayer d'anticiper plus largement le futur. Et donc, pour sortir de ces schémas familiers, eh bien, il va falloir qu'on ait la volonté de le faire ou que l'on soit contraint de le faire. La deuxième étape, la partie anticipation,
va nous permettre de justement imaginer tout ce qui va pouvoir se produire. Donc, en tant qu'être humain, nous avons cette capacité à envisager le futur. C'est un peu une question de survie, d'ailleurs, qui nous permet d'envisager tous les dangers et les défis potentiels qui pourraient se produire ou qui pourraient advenir sur notre chemin. Cette capacité d'anticiper, elle nous permet aussi d'avoir une prise de recul, une prise de conscience sur notre état actuel, notre situation présente, en nous permettant de nous questionner sur le but à atteindre, là où on veut aller. Donc, ce qu'il faut également savoir, c'est que notre cerveau est programmé pour envisager des situations selon un taux de probabilité et de pertinence. Toujours dans le schéma de ces fameux défis ou de ces dangers à pouvoir dépasser, il vaut mieux que ça soit du probable ou du préférable. Et il faut être conscient que cette capacité à anticiper est quelque chose de très présent dans notre actualité, enfin dans notre quotidien, puisque nous le faisons de manière assez inconsciente. Par exemple, lorsque nous sommes au volant de notre voiture, notre cerveau, sans cesse, imagine des scénarios possibles, la voiture qui nous précède, qui freine brusquement, ou un animal qui va passer à travers de la route. Et ça va nous permettre, le fait de pouvoir imaginer et d'avoir un petit coup d'avance, de pouvoir réagir assez rapidement. Enfin, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Oui. Enfin, nous allons avoir la troisième étape, ça va être la fameuse prise de décision qui va nous permettre d'évaluer les options que l'on va avoir pour pouvoir choisir celle qui est le plus adaptée. Et on va se retrouver dans le même schéma que pour l'imagination, c'est-à-dire que notre cerveau va naturellement choisir quelque chose de plutôt probable ou plutôt pertinent. Là aussi, pour pouvoir sortir de ce schéma-là, enfin en tout cas de ce schéma de pertinence et de probabilité, on va devoir être contraint de faire autrement ou d'avoir la volonté de le faire. Eh bien, une fois qu'on a compris comment on envisage ça, en tout cas tous les petits obstacles que l'on peut avoir pour pouvoir envisager un futur lointain, ça va nous permettre de comprendre comment on peut jouer de ses limites et pouvoir faire envisager le futur. Donc, on a bien compris que les connaissances, croyances et expériences vont influencer et des fois même limiter notre capacité à envisager le futur, et que nous avons un effort cognitif à faire pour pouvoir envisager des schémas qui sont improbables ou plutôt irréalistes, en tout cas qui ne correspondent pas au schéma que nous avons emmagasiné. Donc, nous allons utiliser, pour sortir de ces schémas, des fameux outils. Et c'est là où va intervenir la fameuse approche du design fiction, qui est une approche prospective et créative, qui va nous permettre d'envisager d'autres futurs. Donc, le design fiction est devenu assez populaire depuis ces dernières années parce que c'est une approche assez accessible et surtout, elle est positionnable, en tout cas utilisable dans beaucoup de domaines. Par exemple, on a le projet de Grenoble 2040 qui l'utilise pour pouvoir examiner les transitions écologiques et sociales de la ville. Ou encore, un exemple un peu plus populaire, c'est les fameuses simulations de guerre de la Red Team qui envisagent des conflits potentiels pour des années à venir. Moi, dans le cadre de mes recherches, j'utilise le design fiction plutôt d'un côté pédagogique. En fait, j'utilise la méthode pour la proposer à des étudiants en ergonomie afin qu'ils puissent questionner leur choix de design ou leur choix de conception prospective. Donc, le design fiction a été du coup introduit en 2009 par l'artiste et l'ingénieur Julian Baker pour raconter des histoires d'un futur alternatif qui va comporter un ou plusieurs changements par rapport à notre vision du futur, en tout cas habituelle de celle
que l'on manipule. Il propose également d'utiliser des prototypes pour pouvoir illustrer ce changement et pouvoir lui donner un aspect plus réel, pour pouvoir nous immerger dans ce futur. Et enfin, tout cela va nous conduire à pouvoir émettre des opinions ou s'engager dans certains arguments sur ce futur alternatif. Comme beaucoup d'approches prospectives, le design fiction va utiliser différents procédés narratifs pour pouvoir imaginer ce futur, pour pouvoir nous autoriser à imaginer le fameux impensable, le fameux irrationnel ou le fameux improbable. Le concept repose sur 3 grands piliers qui font sa force. Il y a la fameuse science-fiction, ce genre littéraire et cinématographique qui permet de proposer 2 spécificités du genre, qui est le novum et l'estrangement, que je vais vous présenter après. Il y a la fameuse mise en récit ou la narration qui va permettre l'engagement imaginatif sur l'aspect du futur. Et enfin, le prototype diégétique avec la fameuse médiation instrumentale. Et là aussi, je vais les développer point par point. Alors, la science-fiction, elle va permettre d'explorer le futur à travers des histoires qui vont mettre en avant les avancées techniques et des sociétés alternatives. Par exemple, des développements de la race humaine qui vont permettre de changer les codes que nous avons. Et ce changement va nous permettre d'interroger nos normes et nos valeurs de notre société actuelle. Elle est aidée pour cela par le fameux novum, qui est en fait des éléments de nouveauté qui vont être insérés à la littérature, enfin en tout cas à la narration, pour pouvoir stimuler notre imagination. Et elle va également utiliser le fameux procédé de l'estrangement, qui sont des situations étranges, inhabituelles, mais qui restent quand même familières pour que l'on puisse s'approprier la situation. Un fort exemple, un beau exemple de cette utilisation du novum et de l'estrangement, c'est la fameuse série Black Mirror, qui nous plonge dans des mondes assez dystopiques, même très dystopiques, et qui sont extrêmement familiers. Elle nous permet d'aborder des défis qui sont liés à l'omniprésence de la technologie dans notre quotidien, en soulevant des thématiques fortes telles que la partie addictive des réseaux sociaux ou la notation des citoyens ou encore la réalité virtuelle et savoir la régulation de la réalité virtuelle. En résumé, l'ASF va brouiller les frontières entre le réel et le fictionnel par un juste équilibre entre l'étrangeté et le familier. Cela va nous donner accès à d'autres connaissances et à d'autres croyances. Donc, les imaginaires de la science-fiction vont nous permettre d'imaginer des futurs différents. Et la narration, en tout cas la mise en récit, va nous aider à nous immerger dans ces futurs alternatifs. En effet, une mise en récit, ou en tout cas lorsque l'on lit une fiction ou quand on regarde une fiction, on est engagé, on engage notre imagination pour s'impliquer émotionnellement et cognitivement dans l'histoire. Je suis sûre que vous avez tous ressenti la douleur de quelqu'un, du protagoniste à l'écran qui se prend un méchant coup ou pleurer parce que l'émotion du film vous a touché personnellement. La mise en récit va s'apparenter aussi à une sorte de processus d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va nous demander de créer au sein de notre mémoire des schémas qui ne sont pas existants pour pouvoir comprendre l'histoire. Et ça, c'est très spécifique au design fiction, à la science-fiction, justement avec ce fameux novum que nous allons devoir, cette étrangeté que nous allons devoir réinsérer dans nos schémas pour pouvoir le comprendre et pour pouvoir le manipuler. Donc cette simulation par scénarisation, c'est un bon moyen de développer nos connaissances, en tout cas de les enrichir et d'avoir encore plus, d'enrichir le fameux terreau qui va nous permettre de former cette vision du futur.
Et ça peut également nous permettre d'imaginer l'improbable et du coup, même de l'accepter comme une réalité partielle. On sait que ce n'est pas vrai, mais on fait semblant d'y croire et ça nous permet de pouvoir vraiment nous immerger dans le scénario. Enfin, une fois qu'on a ces imaginaires de science-fiction qui nous poussent à imaginer le futur et cette mise en récit qui nous permet de nous immerger dans le vif du sujet, on va avoir les prototypes qui ont pour mission de nous rendre encore plus réelle la fiction en nous proposant de nous donner des objets plutôt concrets. Et c'est très intéressant cette utilisation d'un prototype diégétique, surtout lorsque l'on sait qu'au plus on s'éloigne sur l'axe temporel, c'est-à-dire au plus on envisage un futur très lointain, au plus notre vision de ce futur reste très abstraite, puisqu'il nous manque de la connaissance. Là, ici, le prototype diégétique va venir donner corps aux imaginaires de la science-fiction et à la mise en récit, justement en donnant une nature épistémique et pragmatique à cette fiction. On va parler de médiation instrumentale parce que ce prototype va nous permettre d'avoir 3 orientations de réflexion. La première va forcément, comme vous pouvez l'imaginer, porter sur l'objet, c'est-à-dire qu'on va questionner la nature épistémique et pragmatique de l'objet, pourquoi cet objet existe. On peut aussi avoir une orientation plutôt interpersonnelle, c'est-à-dire que l'on va écouter et échanger des points de vue et argumenter sur ces points de vue. Et enfin, une orientation un peu plus personnelle, un peu plus introspective, qui va nous questionner nous-mêmes. C'est d'ailleurs une des forces de la série Black Mirror qui nous permet de faire cette introspection après avoir justement orienté notre réflexion sur une orientation interpersonnelle. Et donc, ce prototype, en fait, il va nous permettre d'aller au-delà, enfin en tout cas de vaincre des obstacles qui pourraient nous contraindre à imaginer des scénarios plutôt probables. En fait, en imaginant l'improbable, nous allons, avec ce prototype, enlever la barrière de l'ontologique, c'est le truc qui n'existe pas. La barrière également du sémantique, cela n'est pas vrai. Pour faire une spécialité, une spécificité psychologique, c'est faire semblant de croire. Et en fait, en faisant semblant de croire, cela va nous permettre de pouvoir activer plus notre pensée créative et même de faire sauter ce fameux effet de fixation sur des connaissances auxquelles on n'arriverait pas à dépasser. Et donc, tout simplement, pour resituer dans les schémas cognitifs, et pour faire un petit résumé de tout ce que je viens de vous dire, si nous reprenons les 3 grands processus pour envisager le futur, nous voyons que le design fiction permet d'agir sur l'imagination en élargissant nos connaissances et nos croyances, et en améliorant ainsi notre imagination, puisque nous allons avoir beaucoup plus d'éléments pour pouvoir imaginer ce futur. Sur la partie anticipation, le design fiction va nous donner accès à des futurs alternatifs ou même envisager des possibilités que l'on n'aurait pas pu avoir sans le recours à la science-fiction, sans ce recours à cette mise en récit. Et cette mise en récit et ce prototype diégétique permettent non seulement de s'immerger dans cette nouvelle version du futur, mais également nous permettre de nous impliquer plus personnellement dans cette prise de décision, enfin en tout cas dans cette réflexion que l'on va mener sur ce fameux futur. Et on va pouvoir prendre une décision, en tout cas choisir des options qui nous paraissent le plus adaptées à l'issue de débats qui seront un peu plus critiques. Donc, pour conclure, pour bien resituer cette démarche de design fiction, c'est une démarche avec une approche qu'on peut dire hybride, puisqu'elle va mélanger des choses que l'on connaît avec des idées nouvelles pour pouvoir créer de nouvelles choses. Elle va également jouer avec le familier et l'étrangeté, et elle va aussi marier la partie fictionnelle et la partie réelle.
tout ce mélange va nous permettre de ne pas rester figé dans le présent et dans le passé, c'est-à-dire nos connaissances, nos expériences et nos croyances, et va nous permettre de sortir de notre zone de confort pour aller explorer de nouvelles voies vers le futur. Voilà. Donc, j'espère que mon exposé a été clair, en tout cas, et que je ne vous ai pas perdu en route. Avant de finir, je tenais particulièrement à remercier Gaëtan, Jos, et ainsi que toute l'équipe des Shifters de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir présenter une des thématiques phares des Shifters, c'est-à-dire le futur, sous un aspect un peu plus psychologique. Voilà, merci. Merci beaucoup, Cynthia. Moi, j'ai 2 questions pour essayer que les gens, je demanderais d'explorer, de nous décrire deux trucs pour qu'on se rende compte un peu de l'application du design fiction. Peut-être, alors, le jeu déjà auquel j'ai participé quand on s'est rencontrés, qui était extrêmement porteur de récits et étonnant dans l'interaction justement que ça mettait en place, parce que c'est un système de cartes, donc peut-être nous raconter un peu ce jeu de cartes, comment le jeu se déroule et un peu les cartes justement qu'il propose et qui sont assez étonnantes. Et puis peut-être que tu nous racontes aussi ce que tu mets en œuvre avec tes étudiants, concrètement, dans quelle situation tu les mets, puisque dans nos conversations, et ce que tu nous as expliqué là, c'est que ça pousse les gens à aller plus loin. Justement, ça pousse à la façon dont tu mets en œuvre le design fiction leur permet d'aller au-delà un petit peu des imaginaires justement dans lesquels on est tous ancrés, qui sont des imaginaires un petit peu bordés en tout cas, voilà, d'une certaine manière. Et comment, avec cet outil de design fiction, tu arrives à ce qu'on aille plus loin. Alors, dans le jeu de cartes, je tiens à dire que, je te laisse décrire, mais je tiens à dire qu'on retrouve aussi du coup des imaginaires où, en gros, on était par groupe de 5, 6, on était 10 groupes avec un jeu de cartes que tu vas nous décrire. Et chacun devait, à partir de ce jeu de cartes, raconter une histoire. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a retrouvé à la fin, dans chacun des groupes, des morceaux d'histoire qui se ressemblaient pas mal. Donc, ça fait partie quand même de ce qu'on a tous en commun comme espoir, les êtres humains. Mais je te laisse décrire ce jeu de cartes peut-être pour pouvoir en parler un peu plus après. Alors oui, alors le jeu de cartes, pour situer un petit peu la demande donc des Plurtirati sur Paris, c'était simplement d'expliquer, alors à un public largement designer pour le coup, puisque c'était ou en tout cas plutôt artistique, donc moins dans mon ergonomie, moins plus pragmatique. C'était pour expliquer notre mécanisme sur le futur. Donc, au lieu de faire une grosse conférence en expliquant que lorsqu'on imagine le futur, ça donne ça et qu'on est à tel obstacle, un petit peu ce que je viens de vous faire là, comme c'était quand même en plénière et en présentiel, on a décidé de faire un jeu pour pouvoir mettre à plat tous ces concepts de psychologie. Donc, il y en a beaucoup que je n'ai pas abordés aujourd'hui parce que ça aurait été trop long et peut-être un peu fastidieux aussi derrière un écran. Mais là, c'était plutôt pour mettre en avant qu'on pense avoir une vision du futur très fixée. Par exemple, on pense que le fait d'avoir des IA dans notre travail est quelque chose de très néfaste. Et c'est ce que je proposais en fait aux participants, c'est d'indiquer quelque chose, une évolution qui allait marquer l'avenir alors c'était à eux de décider entre 2030 et 2100, qui allait vraiment changer notre manière de fonctionner. Et là, on voit qu'on a bien des mécanismes qui sont créés, c'est qu'on va aller choisir quelque chose que l'on connaît. Donc, on connaît l'IA, on connaît les robots, on connaît la pandémie. Voilà, c'est des schémas qui sont assez frais. Donc, ils vont quand même choisir un schéma qui semble maîtrisé. Et je vais leur demander de positionner soit sur de l'utopie, soit sur de la dystopie. Alors, l'utopie, c'était parce que c'était plus facile pour expliquer aux gens que je souhaitais que ça soit plutôt bénéfique. Mais c'est vrai que la notion d'utopie est assez complexe à définir en psychologie. Bref, ils mettaient donc ce changement sur un axe dystopie ou utopie.
intuitivement, tout le monde, en tout cas la majorité des groupes, parce que je n'ai pas pu voir tout le monde en même temps, mais la majorité des groupes sur lesquels j'ai pu discuter, ont mis ce changement de manière plutôt négative. Parce qu'on a toujours cette histoire ancrée en nous que le changement, c'est pas bien, et que de toute façon, si on change, c'est pour aller beaucoup plus mal. Sauf qu'au cours du jeu, donc c'était un jeu collectif, je proposais qu'ils prennent quelque chose qui semblait très néfaste et qu'ils me disent si finalement ça n'avait pas été une opportunité pour autre chose. Et là, on voit qu'en fait, en mode collectif, il y a toute notre tendance humaine qui ressort, puisqu'on est quand même assez optimiste. On croit en l'avenir, quoi qu'il arrive, même si on a une vision très pessimiste du futur. On veut croire qu'on est capable d'améliorer les choses. Et on a vu très nettement au cours du jeu qu'il y avait des actions de contre-dystopie. C'est-à-dire qu'on essayait de rebasculer cette carte qui était plutôt dans la dystopie, plutôt vers l'utopie. Et ça a plutôt bien marché, puisque sur 5 groupes, si je me trompe, une dizaine de groupes, pardon, parce que vous étiez 50, vous étiez 5, donc sur une dizaine de groupes, j'ai eu qu'un seul groupe à la fin qui m'a proposé un scénario dystopique. Et c'était vraiment utopique et vraiment très improbable, puisque je crois qu'on se faisait manger par des zombies ou quelque chose comme ça. Voilà, il y avait vraiment quelque chose de très éloigné. Par contre, quand on est resté assez pragmatique, enfin assez probable en tout cas, j'ai eu que des scénarios assez utopiques, en tout cas contre dystopie, pour pouvoir avoir une vision un peu améliorée du futur. Et ce qui a été très marrant, parce qu'on ne pensait pas que le jeu fonctionne aussi bien, c'est qu'à l'unanimité, en fait, le retour qu'on en a eu après, c'est que les personnes ont été étonnées de voir qu'ils pouvaient changer leur vision du futur. Qu'ils étaient partis avec une idée très ancrée et qu'au cours de la discussion, les arguments des autres les avaient plus ou moins convaincus ou au moins essayer de faire changer la fameuse phrase que j'utilise, c'est enrichir notre vision du futur avec d'autres idées et pas rester cloisonné sur une vision du futur très statique. Donc oui, le jeu a bien marché, on était contents, on a eu beaucoup de retours et on a encore plein d'opportunités pour pouvoir le proposer visiblement puisqu'il est très demandé. Ah oui, non, c'était absolument formidable. Alors, je me rappelle que c'est 10 groupes avec des gens de différentes générations. Alors, certes, tous avec une connaissance quand même assez avancée des problématiques contemporaines, quoi. Il y avait quand même, les gens étaient assez acquis aux problématiques. Mais moi, ce qui m'avait étonné, c'est que justement le jeu proposait, donc en effet, du dystopie-utopie, mais proposait des cartes en interaction entre-temps. Je me disais, ah bah dis donc, avec ça, ça va être rigolo, quoi. Enfin, tu vois, je me disais, bah c'est pas, tu vois, je me disais, pas funky, quoi. Et en effet, malgré les obstacles, et alors que on a tendance à dire que nos imaginaires sont, en tout cas, d'ailleurs, l'écrivaine qui était là juste avant, elle parlait un peu de ça, de dire qu'on avait plus de facilité à écrire des dystopies que des utopiques. On a beaucoup de mal à écrire de la science-fiction utopique ou de se projeter dans le futur, dans un avenir positif, alors que là, dans le jeu, et c'est ce que tu disais après en psychologie, c'est qu'en fait, l'être humain, au contraire, va toujours choisir aux finalités de se projeter dans quelque chose d'optimiste. Donc ça, c'était le premier truc moi qui m'avait un peu étonnée. Et puis après, de voir comment dans chacun des groupes, on retrouvait quand même des idées sous-jacentes communes qui pouvaient ressortir par des chemins complètement différents. Celui dont je me rappelle là maintenant, c'est qu'il y a plein de groupes où on avait trouvé moyen de communiquer avec les animaux, quoi. C'est ça. ça revient assez souvent d'ailleurs. Depuis, j'ai vu qu'en effet, avec l'IA, il y a des gens qui envisagent des startups qui bossent sur la question. Donc voilà, ça c'était assez étonnant. Et c'est vrai qu'en tout cas, c'est suite à cet atelier qu'on s'est rencontrés, je me suis dit que c'était un outil assez formidable pour mettre en œuvre des nouveaux récits, qui est le titre de notre groupe de travail, parce que justement, ça pousse à un endroit qui est hyper riche, en tout cas, voilà, en interaction en plus avec d'autres gens et tout, ça avait été assez épatant.
Ouais, il y a un choix, c'est pas le mien. Ouais, c'est le mien, mais là, je ne peux pas me lever pour le sortir. Si. Et après, est-ce que tu veux nous raconter une de tes expériences avec les étudiants, peut-être Alors oui. Alors du coup, le design fiction, moi, je l'utilise pour plutôt interroger leur manière de penser et les automatismes qu'ils peuvent avoir. Donc là, c'était plutôt dans le cadre de l'ergonomie plutôt interface, c'est-à-dire une création là, c'était un agent virtuel qui devait créer. Et pour le créer, j'ai décontextualisé. Pardon ? Un agent virtuel. Un agent virtuel. Dans lequel il devait en fait transmettre des données, alors des données assez sensibles, hein, puisqu'il y avait des données physiques, biologiques, physiologiques, psychiques, donc bien lourd, pour savoir comment ils allaient imaginer de pouvoir transférer ces données, et pour décontextualiser, pour pas qu'il y ait un automatisme qui arrive de suite, je leur ai proposé de pouvoir communiquer de la Terre sur un vaisseau spatial. Ah oui. Voilà, le fait de décontextualiser, ça permet d'ouvrir, en fait, on a plus de choix. Et pourtant, comme quand on envisage le futur, on a tendance à prendre quelque chose d'assez commun. J'ai eu, par exemple, dans les premiers jets de propositions, le smartphone, alors que je les avais projetés en 2050 sur un vaisseau spatial. Et puis finalement, les titillant un petit peu en disant, mais vous êtes sûr que c'est le bon support? Est-ce que vous êtes sûr qu'on l'aura encore? Est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon choix? Ils ont développé d'autres interrogations. Ils se sont plus intéressés à vraiment comment transférer les informations, mais quelles informations transférer. C'est vraiment, on change de perspective. Il y a beaucoup de méthodes en créativité qui font ça. Le design fiction a la particularité d'utiliser cette science-fiction en fait, qui nous permet de suite plonger dans la partie technologique et dans le vraiment très étrange et acceptable. D'ailleurs, c'est la fameuse littérature qui est l'irréel concevable, qui est différente de la fantaisie, qui est l'irréel inconcevable, puisque la magie n'existe pas. Voilà. Et donc, oui, ça permet vraiment d'ouvrir, de les interroger, parce qu'à la fin, la finalité, c'était pas de les noter pour savoir si l'agent virtuel correspondait à l'utilisabilité ou à l'esthétique. Non, en fait, c'était décloisonné de savoir quelles interrogations, quelles questions ils s'étaient posées. Est-ce qu'ils avaient parlé, par exemple, de la cybersécurité, qui était un point fort, finalement, de la transmission de données? Ou est-ce qu'ils n'en avaient pas parlé parce qu'ils avaient considéré que le fait d'être sur un vaisseau spatial, du coup, il n'y avait plus de cybersécurité? C'est juste la manière de pouvoir échanger. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais débat, il y a juste des débats qui sont soulevés et de l'argumentation qui est mise derrière. Voilà. Et c'est ce qui avait été fait aussi avec les jeux, parce que quand je passais, j'entendais des fois des trucs en mode, ça c'est vraiment pas possible, et je repassais le tour d'après, et en fait la carte elle était posée là où c'était forcément pas possible. Et quand je leur demandais pourquoi, ils arrivaient vraiment à me trouver un scénario. Et le design fiction permet ça, c'est qu'elle permet de ressortir notre nature d'enfant, puisqu'on est des grands joueurs, même quand on est adulte. On adore imaginer. Et on adore pouvoir créer quelque chose. On est fait pour ça. On s'amuse vraiment à essayer d'imaginer. Et quand on nous donne l'opportunité d'abattre un petit peu la probabilité et le fameux pertinent, en fait, ça permet vraiment d'élargir notre créativité et de pouvoir envisager plus loin. Il y a des questions, d'autres questions, parce que sinon, moi, je peux continuer, j'en ai plein d'autres. Et moi, vas-y, Sylvie. Oui. Est-ce que, juste, je vais sortir le chat, je suis désolée. Libère-le, ce chat, il n'en peut plus. Eh ben, j'aimerais bien, mais mon bureau est en travaux, donc c'est le chaos. Et ma caméra est quelque part. Je suis sûr qu'elle est là. J'ai mon micro, c'est l'essentiel. Voilà. J'ai mes écrans, mon clavier, mais la caméra, je ne sais pas. Voilà. Ça finit un jour, ça fait un an que c'est comme ça. C'est pas grave. En direct de Suède, exactement. Eh bien, super, c'est trop court. J'aurais écouté ça pendant des heures. Moi, j'étais parti jusqu'à 4h du matin. Non, c'est vraiment super. Bon, bah, tant mieux. J'ai des questions, des points de
que je me suis fait comme ça, de petites réflexions. Est-ce que le design fiction, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu rapproches le design fiction de la prototopie de Yannick Rumpala, de Hugo Bellagamba Alors, Est-ce que c'est un peu ça? c'est un peu ça. En fait, Ouais. il y a beaucoup de méthodes en ce moment qui portent des noms différents. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis c'est une des méthodes qui utilise le narratif, c'est une des méthodes qui utilise le prototype, parce que chacun a sa petite spécificité. Bon, là, le design fiction, c'est parce que c'est un prototype de science-fiction, mais oui, effectivement, le fameux prototypage est un point fort de la prospective. C'est pour ça que j'ai voulu faire une présentation assez large sur un point de vue cognitif pour expliquer en fait tous les mécanismes qu'il peut y avoir et que vous pouvez utiliser dans d'autres méthodes. Il y en a un paquet, carrément. Je balance un peu tout ça en vrac, désolé. Non, Est-ce que selon toi, ça m'a sauté un peu à l'esprit comme ça, je n'avais pas pensé avant, est-ce que selon toi la trilogie martienne, si tu connais, de Kim Stanley Robinson, est-ce que c'est un exemple de design fiction? Pourquoi selon toi? Parce que ça... Parce que je trouve il avait essayé de créer une société martienne Ouais. plus ou moins réaliste, pas forcément utopique, pas forcément dystopique, Ouais. avec ses hauts et ses bas. Et moi, je trouvais que, je sais pas, Ouais, alors, il y avait un terreau là-dedans. là, c'était un petit peu le sujet qu'on a eu à notre colloque de début avril, là, qui était pour la science-fiction change le monde. Oui, effectivement, la science-fiction est le prémisse du design fiction, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le design fiction a vraiment 3 grands ingrédients. Il y a ce fameux prototype. Et en fait, pourquoi je te demandais de préciser ce que tu entendais donc, du coup, par ta société martienne, c'est savoir s'il y avait un objet qui t'avait permis un objet que tu pourrais prendre de cette fiction-là et de mettre, de pouvoir le manipuler à l'instant présent. Tu vois, je l'ai lu il y a longtemps, donc là, il faut que je oui, fouille. parce Mais, que toute la science-fiction serait un design fiction si on prend les 2 premiers ingrédients, enfin les 2 premiers piliers, la mise en récit et la science-fiction. Mais il manque quand même un 3e pilier qui est très très important, c'est cette fameuse médiation instrumentale, c'est-à-dire que c'est autour d'un objet qu'on va pouvoir donner l'aspect réel. Mais oui, ce serait un terreau à développer, puisque moi aussi je l'ai lu il y a très longtemps, mais il y a tout l'aspect politique, l'aspect social qu'on pourrait s'appuyer pour pouvoir développer un bon design fiction. Mais il faudrait qu'il y ait une problématique derrière. Ouais, faut que je les relise en gardant ça à l'esprit, si j'arrive. Et ouais, je sais plus qui c'est qui parlait, si c'était Gaëtan ou si c'était toi tout à l'heure, qu'en groupe, on a des réflexes, je dirais pas utopiques, mais un peu plus orientés vers là, qui ressortent. Et ça m'a fait marrer parce que si on pense à des gars comme Philippe Cadic, qui était un vieil ermite au fond de sa grotte, qui parlait à personne, qui voulait tuer tout le monde, il a fait, je dis pas que les dystopies, mais il a quand même fait un bon gros tas de dystopies. Et alors que K.S. Robinson, qui est un vieux hippie qui a passé la moitié de sa vie dans des communautés, machin et tout, et bien lui, il est quand même plus utopique, plus utopiste. Donc, ouais, c'était marrant. Ouais. Il est même plus pédagogique, je dirais. Hein. Oui, il est plus pédagogique, tout à fait. On sent la didactique derrière. Oui. Ouais. Alors oui, donc du coup, le design fiction, c'est une méthode qui est collective, puisqu'il n'y a pas de débat tout seul, sinon on a vite fait de gagner. Et effectivement, l'aspect collectif est très important. Alors j'ai utilisé d'autres méthodes de créativité sans la partie fictionnelle, et on peut être contraint, on peut avoir certains obstacles du fameux jugement social. Qu'est-ce que les autres vont penser de mon idée? Vous savez, quand on est dans un brainstorming, il faut toujours qu'il y en ait un ou deux qui sortent des idées avant que tout le monde commence à parler, parce qu'on s'aperçoit que finalement, les idées que certains donnent sont en deçà de ce que nous, on pourrait donner. Et là, ça nous donne l'opportunité, en tout cas le courage de pouvoir annoncer une autre idée. Et bien là, avec le design fiction, en tout cas dans la partie fictionnelle, j'ai l'impression qu'il y a moins de tabous. Alors, je dis quand même ça avec beaucoup de précautions, parce que ce qu'on a pu remarquer également dans mes travaux, c'est que tout le monde n'est pas adepte de la science-fiction, et tout le monde n'aime pas être mis dans une situation dystopique.
Ça peut vraiment bloquer des personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec ces avancées technologiques ou ces sociétés alternatives, ou alors avec l'aspect très dystopique de l'univers, ou en tout cas du futur. Et là, ça bloque, ça réduit le débat. Je ne me suis jamais retrouvée dans un design fiction vraiment totalement bloquée, parce que justement, il y a un effet de groupe qui permet de relancer la créativité. Et même si on n'était pas d'accord au départ, rien que le plaisir de donner son opinion et de pouvoir débattre, ça enclenche la discussion. Mais oui, la partie collective est quand même assez importante. C'est intéressant, ça, ouais. Ouais. Et l'aspect vraiment optimiste, alors c'est pas il va plus y avoir de réchauffement climatique, la Terre va devenir totalement pure. Voilà, ça on est quand même réaliste. Hein. Quand je parle de manière d'être optimiste, c'est plutôt d'envisager qu'on peut encore agir. Et c'est hyper important d'avoir cet esprit que on peut encore agir pour essayer de redresser la situation. Peut-être pas de sauver la planète, parce que sur certains milieux, ce sera malheureusement très compliqué, mais sur certains autres secteurs, oui, on a encore cet espoir de pouvoir agir. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai que quand on écrit de la science-fiction, c'est un réflexe qu'on n'a pas, en fait. C'est vraiment bête, mais c'est vrai qu'on va de suite vers la dystopie, vers le dark, et c'est un travail. C'est vraiment un travail que d'essayer d'avoir une vision différente, d'accepter qu'il puisse y avoir une vision différente, et de trouver les ressorts narratifs et techniques pour pouvoir traduire ça. Et c'est pas facile du tout. C'est d'autant plus difficile qu'on n'est pas d'accord sur l'utopie. Par exemple, moi, j'ai un bouquin qui m'a vraiment touchée quand j'étais jeune. C'est La main gauche de la nuit, de Ursula Le Guin, qui présente une fameuse planète hémaphrodite. En fait, les personnes peuvent être père et mère plusieurs fois dans leur vie. Il suffit simplement qu'à un moment donné, on soit attiré par un homme, on devient une femme, et on soit attiré par une femme, on devient un homme. Et quand j'ai lu ce livre, je n'ai pas forcément pensé à de la dystopie, mais j'ai pensé ça de manière très étrange, parce que je devais avoir 13 ans, 13 ou 14 ans. Je me disais, c'est bizarre qu'on puisse parler de ça. Et puis finalement, je me suis retrouvée confrontée, donc il y a 25 ans de ça, c'était pas dans les mœurs, avec un ami qui avait 2 papas. Et en fait, ce livre m'est revenu à l'esprit, comme quoi le fait de lire la science-fiction, qui peut paraître même dystopique, laisse chez nous des traces de réflexion ou des brides de réflexion où on avait commencé à réfléchir et on peut par la suite rendre une réflexion dystopique assez utopique, puisque là, pour le coup, moi, je n'ai pas vu du tout le souci que cette personne ait 2 papas, parce que ce livre m'est revenu à l'idée, et je me suis dit, finalement, c'est qu'une histoire de culture, de pouvoir pallier homme-femme. Voilà. Donc oui, certaines dystopies peuvent, après, avec le temps, paraître un peu plus utopiques. Comme par exemple Frankenstein, ça pouvait être très dystopique à l'époque de pouvoir se faire implanter des morceaux de quelqu'un d'autre. On voit bien qu'aujourd'hui, se faire une greffe du cœur pour sauver une personne, c'est pas du tout dystopique. Oui, tout à fait. C'est une sensibilisation à l'altérité à petit feu, quoi. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Et une dernière chose, après je me tais. À propos de cette conférence qui a eu lieu au début du mois, est-ce que le captage vidéo est en ligne ? Parce que j'ai hâte de voir ça. J'ai pas entendu, par contre. Ah, pardon. Et, pour la conférence qui a eu lieu début avril. Ah oui, alors pour le captage vidéo. Il y a eu un captage vidéo, donc ça a été 3 jours de colloque, donc je peux imaginer le nombre d'heures que l'on a à traiter. Voilà, comme on a des petits moyens, c'est des charmants bénévoles, des étudiants en cinéma qui vont faire ce traitement. Mais oui, il y a de très très belles conférences qui ont bien bousculé les réflexions, qui ont bien boosté. D'ailleurs, Yannick Rompalan en faisait partie. Évidemment. Il a bien motivé, c'était le keynote d'ouverture, et j'avoue qu'il nous a donné une belle note pour l'ouverture.
Et il y a eu des interventions de doctorantes aussi, avec un niveau, du coup, pour cibler, c'était vraiment ouvert à tout le monde, qui était hyper intéressante. Donc, je ne vais pas spoiler parce qu'on va très certainement le mettre en ligne. Donc, ce sera soit sur Esprit Futur, soit sur Aix-Marseille Université. Mais en tout cas, allez sur Esprit Futur. On mettra là où c'est accessible, si ce n'est pas sur notre site. Et on donnera le lien vers l'université. Ce sera annoncé sur LinkedIn, de toute façon, j'imagine. Oui, je peux faire aussi. Bon, non, parce que j'ai vraiment envie de faire cette conférence. Je n'ai pas pu y assister parce que je n'habite pas en France. Mais c'était vraiment... C'était en hybride. Hein. Ah, je ne savais pas. Dommage. C'était en hybride. Voilà. Bon, merci en tout cas, super. Merci. J'avais une question. Vous m'entendez? Oui. Ah, super. En fait, sur la partie psy, au début, sur justement la capacité à se projeter, donc à rentrer dans cette zone de créativité, à changer nos habitudes, est-ce que tu as des recherches sur lesquelles c'est basé? Parce que j'avais l'impression que c'était un peu documenté. Je vois que tu es dans une université, etc., dans des laboratoires de psy et autres. Parce que moi, je m'intéresse particulièrement à ça et je suis peut-être en passe de faire un mémoire là-dessus. Donc, du coup, est-ce que tu peux repréciser, est-ce qu'on peut se tutoyer aussi? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux repréciser bien ta question? Sur les aspects, en fait, de passage quelque part entre le moment où tu étais bloqué un peu dans le... Tu n'arrives pas à te projeter, le moment où tu te projettes. C'est la fameuse projection, ou alors est-ce que c'est le phénomène de fixation? C'est là où les deux, hein, les deux. Tous les éléments qui vont étayer, si tu veux, la capacité à mettre en mouvement par des récits. En fait, c'est ça oui, c'est ça. Je pense qu'ils nous intéressent tous là. Oui, alors l'aspect mise en mouvement par récit, j'ai fait un petit article dessus pour préciser qu'en fait, la science-fiction agit un petit peu comme le processus d'apprentissage. Donc en psycho, en tout cas en sciences de l'éducation, plus précisément, on sait que quand on est face à une information pour laquelle on n'a pas de référentiel, c'est-à-dire qu'on n'a pas de connaissances, on va chercher à créer cette connaissance. C'est comme ça que d'ailleurs on apprend plein de choses. Et pour créer cette connaissance, on ne va pas créer cette information de manière comme ça, qui va se perdre dans notre cerveau. Il faut que l'on ait un autre cadre sur lequel se mettre à l'intérieur. Et ça va permettre du coup d'avoir un cadre interprétatif pour pouvoir insérer cette nouvelle connaissance. Et bien, la fiction, elle agit un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on a une vision du futur, mais le fait de pouvoir présenter un autre aspect du futur par le biais de la narration, savoir que la narration, on est très enclin à s'immerger à l'intérieur et on peut être passionné immergé par un livre au point de ne pas pouvoir le quitter de toute la nuit et de voir qu'il est 3 heures du matin et que c'est pas possible, on ne peut pas quitter le protagoniste, ou être hyper déçu lorsqu'on ferme le livre, ou avoir cette sensation de oh non, dommage quand il y a la série, la saison 2 qui finit et que la saison 3 sort que dans un an. Donc on voit bien qu'on peut s'immerger très personnellement dans de la fiction. Et c'est justement cette force d'immersion et cette force émotionnelle qu'on peut mettre dans la fiction qui va nous permettre de remettre en cause notre vision du futur. Parce que comme toute connaissance, ce qu'on sait, on a du mal à aller modifier ce que l'on sait, surtout quand c'est totalement en décalage. C'est vraiment l'opposé de ce que l'on a appris. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Maxime. Tu as commencé à répondre, merci. Ouais. Juste sur l'aspect documentation de ça, est-ce qu'il y a des recherches à ton point de vue sur la narration? Alors, sur la narration, il y en a... Sur la narration, oui, mais sur cette mise en mouvement due à la narration. Alors, il y a beaucoup. Il y a la littératie du futur, par exemple. Oui, alors ça, je connais, ouais. Qui permet justement, en fait, l'objectif premium, c'est ça. C'est vraiment le fait de créer des comportements et en fait d'adapter ces comportements et cette réflexion. Tu peux avoir aussi, alors ça, c'est plus dans le design, mais c'est l'espace fictionnel dans lequel on va pouvoir générer des idées. C'est tous les papiers de Dindler. Je ne sais pas si tu connais. Non. Voilà, donc en fait,
l'idée, c'est que l'on va qu'on va commencer à générer des idées en se créant un cadre. Et que ce cadre, finalement, il peut être très fictionnel. C'est un petit peu ce que fait le design fiction. Au lieu de s'ancrer dans le réel, je vais m'ancrer dans le fictionnel. Et le principe de créer dans ce champ fictionnel, ça crée d'autres chemins de génération d'idées. On va partir sur d'autres exemples. Je ne sais pas si je suis très claire, mais oui, donc il y a Dindler qui peut apporter de l'eau à ton moulin, à mon avis. Dindler, tu dis? Oui. Ça s'écrit comment? D-I-D-L-E-R. Dindler. Ok. D-I-N-D-L-E-R, pardon. Dindler. Ok, merci beaucoup. Et juste par rapport à... Moi, ça me fait un lien avec quelque chose que je suis dans les sciences de l'éducation. Barbara Oxley, ça te parle? Non. Sur la mémoire, en fait. Et ce que tu disais comme mécanisme, finalement, de rattacher le nouveau cadre à quelque chose tu vois, sur lequel tu peux le rattacher. Oui. C'est les mêmes mécanismes qui sont utilisés pour faciliter l'apprentissage d'un point de vue cognitif. C'est-à-dire que des techniques du type, tu t'imagines une maison et tu associes avec une pièce telle ou telle pensée. Oui. Ça me fait penser à ça. Alors, est-ce qu'il y a un lien ou... Oui, à mon avis, tu as plus de facilité, en tout cas, à te rappeler une connaissance quand elle est dans un groupe que quand c'est une connaissance isolée. Tu as plus de facilité à imaginer, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple qui me vient, mais par exemple, à des concepts de psychologie, il y en a des milliards. Et pour pouvoir s'en souvenir, on va les mettre sur des théories conceptuelles. C'est exactement le même aspect. D'accord. Merci beaucoup. Pas de questions? Alors oui, parce que en plus, là, le jeu, je crois que j'avais 20 minutes pour vous le présenter. Gaëtan, il me semble que c'était hyper court. Et pourtant, ça va très, très vite. Voilà, on est capable vraiment, on a ce mécanisme, hein, on sait cette planification des conséquences, ces scénarios qu'on invente, ça, on sait faire. Après, on peut être bloqué parce que le sujet ne nous intéresse pas, mais là, comme c'était hyper ouvert et que de toute façon il y avait du collectif, ça pouvait passer. Mais donc on l'a fait en 20 minutes. C'est vrai que si on aurait voulu plus détailler les scénarios, on aurait pu quand même le faire un peu plus longtemps. C'est un jeu qu'on aurait pu. C'était un petit peu court. Après, moi je trouve que on en parlera aussi, c'est peut-être se dire voilà, qui t'appelle pour ça, parce que moi je trouve que c'est un outil assez pertinent pour à plein d'endroits différents, et autant des gens qui sont scénaristes peut-être pour le faire sortir justement d'un certain cadre, que pourquoi pas des ingénieurs. Je sais aussi que le design fiction est utilisé vachement, mais pas tout à fait dans cette forme-là, mais en entreprise. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le design fiction au sein des entreprises pour qu'ils essayent justement d'ouvrir un petit peu leur chakra sur la transformation de leur société, en utilisant des mots comme signaux faibles et machin, de détecter tout ça. Donc, ce qui n'est pas tout à fait ce que tu proposes comme travail. Mais voilà, il y avait sur le jeu que tu nous as proposé, il y avait le fait de comment on arrive à se projeter sur une échelle de temps, qui est déjà une problématique, où en effet, et tu disais assez pertinemment que au-delà de 2050, donc au-delà en fait de notre propre mortalité, c'était assez compliqué pour se projeter. Donc je pense que c'est déjà un bon exercice que tout le monde arrive à se projeter à 1, 2, 3 générations. Ça ne nous ferait pas de... Et le jeu permet de se rendre compte de ça. Et puis voilà, et de se rendre compte en effet. Alors après, moi j'étais très étonnée du contenu des cartes en soi, et parce qu'il y y avait des cartes aussi qui étaient qui remettaient en jeu des trucs, qui avaient des titres dont je ne me rappelle plus, mais et tu disais qu'il y avait des gens dans ce groupe-là qu'on avait choisi des cartes
qui permettait de sortir complètement du réalisme. Oui, Enfin, voilà. oui, en fait, c'est un peu dans l'idée, on avait l'éléphant noir et le cygne noir, et puis on avait le mage noir. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Donc, imaginer quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer, ce qui est un exercice hyper compliqué. Sauf que quand c'est ludique, eh ben, on y arrive. En fait, quand on n'est pas pris dans le jugement de l'autre ou dans la peur de ne pas être dans la probabilité, en fait, que ce ne soit pas pertinent, en fait, on y arrive bien. C'est de là, à mon avis, que les zombies sont arrivés. dans le... Et en même temps, dans un cadre où chacun choisissait ensemble, mais voilà, c'était d'agir, qu'est-ce qu'aura, en gros, moi, dans mon groupe, c'était qu'est-ce qui aura changé en 2080. Alors, en vrai, on avait choisi 2080, mais en termes d'imaginaire, on était resté Keblou en 2050. Hein, mais dans le cadre de la famille, avec telle interaction, qu'est-ce qui s'est passé, ceci, cela, ce qui permet quand même de donner un cadre de réflexion, et chacun, du coup, nourrissait les discussions de ses connaissances, de ses envies, de ses rêves. Bon, ça a donné, je ne sais plus du tout quoi comme histoire d'ailleurs au final, mais je trouve que même Charles, toi qui bosses dans des groupes avec des scénaristes, que franchement ça peut être un outil assez passionnant parce que justement ça donne un cadre qui permet de s'appuyer sur ce cadre-là pour développer des histoires et pour mettre des sujets, en tout cas, en jeu sur la table qui sont. Enfin, voilà, moi j'avais trouvé ça absolument passionnant. Et qu'elle est un peu à l'encontre en plus de peut-être d'idées reçues que je pouvais avoir, qui ça sont plutôt des ressorts psychologiques, du fait que voilà, qu'on était tous irrémédiablement attirés par la dystopie, et que non, en fait, non, nous sommes des optimistes, et c'est pour ça qu'on survit, je pense, les humains jusqu'ici, et qu'on continuera à survivre sans doute, malgré tout. Mais en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Gaëtan, puisque tu mets bien l'accent sur le fait que le design fiction, il n'est pas pour créer l'innovation du siècle. Il est bien pour mettre en aspect nos points de blocage, parce que dans ton discours, tu viens de dire, je ne sais pas ce qu'on a raconté, le récit, en fait, j'en ai aucune idée. Par contre, je me souviens qu'on était parti en 2080, puis après on est revenu en 2050, et donc tout ça, tu as pris conscience que, effectivement, quand les politiques nous demandent d'envisager le monde en 2075, on est capable d'imaginer le 2075, mais en termes d'action, c'est pas pareil. C'est beaucoup trop abstrait, c'est beaucoup trop loin pour que l'on puisse avoir. Donc, il faut ramener cette échéance-là. Et c'est pas parce que vous étiez parti sur 2080 que c'était pas bon. C'était juste pour vous faire comprendre que notre cerveau a quand même des limites. On peut les pallier tant qu'on a conscience. C'est un petit peu la même histoire qu'avec les biais cognitifs. Voilà. Dès qu'on sait qu'on a un biais, du coup, qu'on peut être sujet à un biais, du coup, on est plus attentif. Et c'est pourtant un des trucs qui nous ferait du bien, d'arriver à se projeter au-delà de notre propre mortalité. Oui. C'est, est-ce que c'est possible d'être formé à ce jeu, ou comment, enfin, est-ce que c'est possible d'utiliser ce jeu, comment ça marche? Voilà. Donc, du coup, c'est ce que je disais en démarrant, en fait, c'est que ce jeu a vraiment beaucoup plu et on a plein de demandes. Donc, on est en train, effectivement, de faire des règles pour que le commun des mortels puisse l'utiliser, que ce ne soit pas que nous, et que chacun puisse dire finalement j'ai fait ça, mais pourquoi, et que même si nous on n'est pas là, qu'ils puissent se poser la bonne question pour pouvoir aller chercher l'information. Internet est ouvert, ChatGPT aussi. Je suppose que si vous l'y mettez, il sera autant capable que moi de vous répondre. Donc oui, on est en train de refaire le jeu. Enfin, en tout cas, d'essayer de le rendre vraiment très simple et très accessible. Et puis on verra si on doit le commercialiser ou si on le donnera comme ça. Je ne sais pas du tout. Il faut que je voie avec mon cofondateur de Esprit Futur, Thomas Rizewski. Voilà. Trop bien, franchement, merci.